Alors, je vais vous parler maintenant des caractéristiques de Apache Spark. Donc, on va commencer par les avantages, donc ce que Apache Spark apporte par rapport aux autres systèmes de traitement de données massives, mais également les limites de Apache Spark, c'est-à-dire que bien sûr, il n'y a aucune technologie qu'on peut utiliser dans toutes les situations et quelles que soient les conditions. Donc, je vais essayer de montrer un peu quels sont les avantages et les inconvénients de Spark. Alors, pour commencer, une belle performance de traitement. L'un des avantages de Spark, c'est qu'il utilise des mécanismes qui font en sorte que le traitement soit fait de façon qui est assez optimisée en termes de temps d'exécution, car il utilise par exemple la réduction du nombre de lectures et écritures sur le disque, en utilisant et en valorisant plus le traitement en mémoire et l'utilisation de la mémoire cache, mais également en fait il y a eu des benchmarks qui ont été faits pour comparer Apache Spark et Hadoop MapReduce, notamment pour le traitement en batch, et on a remarqué que pour certaines situations, Apache Spark permet d'atteindre jusqu'à 100 fois un temps qui est meilleur que Hadoop MapReduce pour 10 fois moins de ressources physiques. Donc là, il montre vraiment des performances phénoménales en termes de traitement, notamment pour le traitement en batch, et donc ça permet une latence qui est plutôt réduite pour ce type de traitement-là. La deuxième caractéristique, c'est la dynamicité. Il est plutôt facile de développer des applications parallèles avec Spark, car on peut rajouter, en fait, il y a plein d'opérateurs au niveau qu'on peut utiliser et qu'on peut étendre pour réaliser tout type d'application. Troisième caractéristique, c'est la tolérance aux fautes. Donc Spark va fournir un mécanisme de tolérance aux fautes grâce notamment au RDD, donc aux structures en mémoire qu'il utilise pour stocker les données. Donc ces RDD sont conçus pour récupérer des données en cas de panne. Donc il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de lignée ou de lineage qui est utilisé pour qu'en cas de rupture ou en cas de problème, on puisse revenir en arrière et réexécuter en fait les traitements qui sont faits sans pour autant notifier le client ou l'utilisateur. Les traitements à la volée, donc Spark va fournir un ensemble de mécanismes qui permettent les traitements à la volée, ce que Hadoop MapReduce ne fournit pas. Donc Hadoop MapReduce est principalement fait pour le batch uniquement, donc il ne permet pas des traitements en streaming, et donc là Spark il fournit cela, donc en comparant avec Hadoop MapReduce. Autre chose en fait qui est assez caractéristique de Spark, mais qu'on utilise dans plusieurs technologies informatiques et qu'on appelle l'évaluation paresseuse. Donc en fait, en présentant ce problème, moi ça me rappelle un petit peu un certain type d'étudiants, et pas uniquement d'étudiants, mais aussi de salariés, en fait, de personnes qui travaillent. Donc il y a deux types d'étudiants ou de personnes. Il y a les personnes qui vont travailler tout au long de l'année, donc de façon régulière, en faisant le travail au fur et à mesure. Donc ce sont des étudiants studieux qui ne ratent pas une séance, qui sont à jour. Et puis il y a des étudiants qui maintenant, la majorité des étudiants, qui vont plutôt attendre la dernière minute pour réviser leur travail. Donc ils vont passer un certain nombre Donc ils vont passer un petit peu l'année ou le semestre à faire autre chose, à faire d'autres activités, à se reposer. Et puis, à la dernière minute, la veille de l'examen, c'est là où ils vont bûcher, ils vont faire tout le travail. Et donc, en fait, on peut les appeler paresseux, mais c'est une tactique qui n'est pas si mal que ça finalement. Donc Spark, il utilise justement cette évaluation paresseuse. Alors, on va parler de ça plus tard en fait. Spark divise les différentes actions qu'il réalise en deux types. Il y a les transformations, il y a les actions. Donc les transformations, ce sont les opérations qui sont faites sur un RDD, donc sur le système de stockage principal, pour créer un autre RDD. Donc chaque opération de traitement, elle va créer un nouvel RDD à partir de l'RDD principal. Donc
Ensuite, il y a le deuxième type qu'on appelle les actions. C'est là où on va faire une opération particulière et on va devoir rassembler par exemple les différentes parties de l'RDD, où on va faire par exemple un calcul qui rassemble l'ensemble des données, où on doit faire un stock dans un fichier, où on doit sortir un résultat à l'utilisateur. En fait, une action, c'est voilà, c'est l'examen en fait. C'est là où on n'a plus le choix, on doit sortir quelque chose. Et Spark, ce qu'il fait, c'est que les transformations, il ne les exécute pas tout de suite. C'est-à-dire quand on lui demande de créer un nouvel RDD à partir de l'RDD numéro 1, il ne va pas le faire tout de suite. L'idée, c'est qu'on ne va pas encombrer la mémoire tant que ce n'est pas obligatoire. Donc, il va stocker, donc, en fait, l'ensemble des traitements qu'il va faire, l'ensemble des transformations qu'il va faire, il va les enregistrer. Cela dit, il ne va pas les exécuter tout de suite. Là où il va les exécuter, c'est quand il n'a plus le choix, c'est-à-dire quand il y a une action qui doit être faite. Et donc là, il va exécuter l'ensemble des opérations l'une à la suite de l'autre. Donc ça permet en fait un gain en termes de mémoire. Et apparemment, en faisant les tests donc de performance, on s'est rendu compte en fait que ça donnait aussi de meilleures performances d'exécution. Et donc c'est un petit clin d'œil pour les étudiants paresseux entre guillemets. En fait, ce que vous faites n'est pas si mauvais que ça finalement. Alors, une autre caractéristique, bien sûr, on l'a compris, c'est le support de plusieurs langages. Donc, Spark supporte Java, supporte R, supporte Python. Donc, vous êtes assez libre d'utiliser le langage de votre choix pour pouvoir l'exécuter. Il y a une communauté qui est active, qui est en expansion, donc des développeurs de plus de 50 entreprises quand même, qui ont travaillé, qui travaillent encore sur Spark. Le projet a été initié en 2009, il continue encore à être en expansion et à marcher. En fait, Spark également supporte des analyses sophistiquées, c'est-à-dire qu'il fournit des librairies prêtes à l'emploi qu'on peut utiliser, qu'on peut étendre pour faire des traitements qui sont assez avancés, et notamment des traitements donc, de machine learning ou des requêtes interactives ou des requêtes déclaratives, etc. Et enfin, Spark donc, est connu pour profiter un petit peu des avantages qui sont fournis par les autres plateformes et notamment du fameux Hadoop. Donc quand on dit Big Data, on ne peut pas éviter Hadoop. Et donc il a eu l'intelligence de s'intégrer de façon assez rapide et de façon assez fluide avec Hadoop et notamment avec Hadoop HDFS grâce au gestionnaire de ressources Yarn. Donc toute chose qui est capable de discuter avec Yarn est capable de profiter de HDFS et donc Apache Spark a compris ça et il l'a fait tout de suite. Donc, quand il s'agit maintenant des limites de Apache Spark, en fait on remarque d'abord qu'il n'y a pas vraiment de support de traitement de temps réel. Alors, ça peut paraître en contradiction avec ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il supporte le traitement en streaming. En fait, c'est du temps presque réel parce que Spark n'utilise pas le vrai streaming, mais plutôt le traitement en micro-lot, on appelle aussi en micro-batch. C'est-à-dire qu'il ne traite pas les données à la volée, donnée par donnée, mais plutôt, en fait, il va rassembler un certain nombre de données, donc il va définir à la création de son job soit une taille, soit un temps. C'est-à-dire que, par exemple, il va dire « je vais traiter mes données toutes les secondes » ou alors « je vais traiter les données toutes les, je sais pas, 1 kilo de données, off, je vais les traiter tout de suite ». Donc, en fait, il va les traiter en micro-lots. L'avantage d'un certain point de vue, c'est que ce traitement en micro-lot va permettre quand même de bufferiser les données, donc de faire en sorte que les données ne soient pas perdues. Donc, parce que si on traite les données à la volée vraiment donnée par donnée, il y a un risque de perte de données si le traitement prend un petit peu de temps ou s'il y a un petit lag par rapport au flux, donc par rapport à la vitesse du flux. Par contre là, en fait, on se garantit un certain temps pour éviter de perdre des données. L'autre chose, c'est que on a une visibilité quand même sur ce lot de données. On n'a pas uniquement une visibilité sur la donnée actuelle, mais sur la totalité du lot. Et donc ça permet en fait de gagner, si on veut faire des traitements, si on veut par exemple faire des traitements plutôt globalisés, on peut le faire.
Par contre, en termes de performance, en termes de fluidité, ce traitement en micro-lot est un peu embêtant pour ceux qui ont vraiment besoin de traitement en temps réel et qui ont besoin de la donnée récente en elle-même. Donc, on se dit, c'est inutile de rassembler les données par lot si je veux faire des traitements qui concernent uniquement une donnée, et donc ça peut paraître assez lourd pour certains types de traitements. La deuxième limite, c'est que Spark a des problèmes avec les fichiers de petite taille, puisque, tel que MapReduce, en fait, de même façon que MapReduce, ces technologies n'aiment pas traiter des petites tailles, car en fait, ils se basent principalement sur le parallélisme. Donc, on a un ensemble d'exécuteurs qui s'exécutent en parallèle. Si on a des données de petite taille, en fait, ce traitement en parallèle peut paraître inutile, dans le sens où on va rajouter une division de traitements, on va rajouter un rassemblement de traitements qui sont peut-être, qu'on aurait pu éviter si on avait fait un traitement en séquentiel. Donc si le fichier n'est pas suffisamment volumineux, si le fichier de données n'est pas volumineux, donc un traitement en séquentiel est suffisant, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser Spark pour ça. Donc en fait, il faut toujours réfléchir, est-ce que la technologie que je suis en train d'utiliser est conforme en fait aux caractéristiques de mes données ou pas. Troisième limite, c'est que bien sûr, comme on l'a compris, Spark offre uniquement un système de traitement et pas de gestion de fichiers. Et donc, il est en fait dépendant un peu des systèmes de gestion de fichiers sous-jacents. Donc, bon, ça peut être un avantage dans le sens où il t'offre un peu la liberté d'utiliser le système que tu connais déjà ou dont tu disposes déjà. Mais dans certains points de vue, il doit s'adapter aussi. Donc il y a, en fait, c'est pas quelque chose de très fluide. Donc la communication n'est pas vraiment très fluide. On doit se baser sur d'autres systèmes qui ne sont pas les nôtres. Donc l'évolution d'un système peut, par exemple, si on se base sur HDFS et que HDFS passe à une version qui est plus récente, Spark doit suivre très, très rapidement, ce qui n'est pas toujours évident. Spark peut s'avérer également un petit peu coûteux. Alors quand on dit coûteux, c'est pas vraiment en termes d'argent, mais bon, en termes de ressources plutôt, mais bien sûr, tout coût en termes de ressources va bien sûr générer un coût d'argent. Donc, il est coûteux pourquoi? Parce que comme il se base principalement sur les traitements en mémoire, il va consommer énormément de mémoire. Et on sait tous que la RAM, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, tous les systèmes ont besoin de la RAM pour s'exécuter, même pour exécuter des tâches qui sont assez banales. Donc, si on consomme énormément de RAM, puisque en fait, pour chaque nouveau traitement, pour chaque transformation, on doit créer une nouvelle RDD, donc il y a quand même une consommation de RAM qui est assez avancée, et donc ça peut être problématique pour certains systèmes. Limite suivante, c'est que le nombre d'algorithmes qui sont prédéfinis est assez limité. Donc, il y a la bibliothèque MLlib, notamment pour ce qui est algorithme de machine learning. La bibliothèque MLlib est disponible pour nous. Cela dit, elle n'implémente pas tous les algorithmes, elle n'est pas très à jour par rapport aux avancées, bien sûr, que connaît le machine learning dans le monde. Et du coup, si on veut utiliser Spark pour tout ce qui est apprentissage automatique, on est quand même assez limité en termes de choix pour les algorithmes. Et enfin, la latence est assez élevée de Spark. Alors là, ça peut paraître en contradiction avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas le cas. Là, on parle vraiment de latence pour tout ce qui est job à la volée ou traitement en streaming. La latence de Spark est très bonne pour tout ce qui est job en batch en comparant avec MapReduce. Par contre, si on compare avec des systèmes de traitement en streaming qui utilisent le vrai temps réel, le vrai streaming, tel que Flink par exemple, Spark peut s'avérer assez lent et assez peu performant, donc avec une latence qui est plutôt élevée à cause justement de ce système de micro-batching. Voilà.